Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 19 mai, ça y est, j'ouvre enfin cette nouvelle semaine livresque. Hier on était lundi, un lundi qui avait vraiment une saveur de dimanche, c'est-à-dire une journée où franchement j'ai pas fait grand chose. Je n'ai repris ma lecture qu'avant d'aller me coucher vers 22 h, quelque chose comme ça, donc voilà, j'avais pas franchement envie de prendre la caméra vers minuit quand j'ai arrêté de lire pour vous faire un petit point lecture. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire demain, je vais ouvrir le vlog tranquillement mardi matin. Donc j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous passez une très belle semaine, que vous faites tous et toutes d'excellentes lectures. Pour ma part, eh bien, je suis toujours plongée dans The Nightingale de Christine Hanna, donc traduit en français sous le titre Le chant du rossignol. Alors ça fait un petit peu particulier puisque c'est un livre que j'ai commencé la semaine dernière mais que je n'ai pas réussi à terminer en une semaine. Donc ça a été un petit peu à cheval sur les 2 semaines livresques. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, dans ce livre, le récit s'ouvre en Oregon en 1995 et on suit une femme assez âgée atteinte d'une maladie qui ne peut plus vivre dans sa maison, qui va donc être placée par son fils, établissement spécialisé, médicalisé bien sûr. Elle peut pas forcément emmener tout ce qui se trouve dans sa maison, va donc falloir faire un choix, faire du tri, mais il y a une chose qu'elle veut absolument emporter avec elle, c'est une valise. Son fils trouve ça un petit peu étrange, je lui dis bah, t'as vraiment envie d'emmener tous les dessins qu'on a fait à l'école, toutes ces petites choses qui, mis à part une valeur sentimentale, ne représentent pas franchement grand chose. On va lui dire que c'est bien plus que ça et ils vont découvrir dans le fond de la valise un papier d'identité français datant des années 1940, donc période de la Seconde Guerre mondiale, portant le nom de Juliette Gervaise. Et là son fils lui dit mais qui c'est Juliette Gervaise? On n'en sait pas plus à ce niveau-là et on fait un bond dans le passé. On est en France pendant la Seconde Guerre mondiale, en bord de Loire, et on suit 2 sœurs, Vianne et Isabelle. Alors Vianne et Isabelle, elles ont une vie très compliquée. Leur mère est décédée lorsqu'elles étaient assez jeunes et leur père a eu beaucoup de mal à gérer ce deuil. Il a décidé d'abandonner ses 2 filles à une gouvernante, voilà, les laisser complètement dans sa maison de vacances, qui va d'ailleurs léguer à sa fille aînée Vianne. Vianne et Isabelle, c'est 2 filles qui ont un caractère vraiment très opposés. D'un côté, on a Vianne qui aime bien suivre les ordres, qui aime bien respecter les règles, qui aime que les choses soient carrées, cadrées. Et à côté, on a Isabelle. Isabelle qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'elle pense, qui est un petit peu effrontée. Et Vianne va donc hériter de la maison, elle va se marier, avoir un enfant et donc placer sa sœur dans différentes écoles, différents pensionnats, desquels Isabelle va à chaque fois se faire renvoyer. La Seconde Guerre mondiale arrive, Isabelle va retourner chez son père à Paris qui va l'accueillir pas franchement de gaieté de cœur, hein, puisqu'il a abandonné ses filles, il comptait pas franchement les récupérer un jour, et il travaille dans une librairie. Et voilà, c'est la vie de ces 2 sœurs pendant la guerre, à la fois près du Loir avec Vianne, à la fois à Paris avec Isabelle. Voilà, 2 mentalités différentes, 2 visions de la guerre aussi différentes. On a Vianne qui d'un côté veut vraiment respecter les règles pour protéger sa fille Sophie, qui se retrouve dans une situation assez complexe puisque un soldat allemand est logé dans sa maison, donc elle n'est pas franchement libre de ses mouvements, elle n'est pas franchement libre de ses paroles non plus, elle se sent constamment surveillée, mais voilà, elle fait avec. Et cet Allemand qui s'appelle le capitaine Beck est un personnage très intéressant aussi puisqu'il apporte une autre vision de la guerre. Déjà la vision du point de vue allemand et d'un Allemand qui se retrouve embarqué là-dedans contre son gré et qui apprécie pas franchement ce qu'il est obligé de faire. Et c'est un personnage que je trouve très attachant, que je trouve profondément humain, que j'aime beaucoup suivre. Et en parallèle de ça, eh bien, on a le personnage d'Isabelle qui, elle, veut absolument s'engager dans la résistance. Hier, j'ai passé les 60% de ma lecture. J'espère le terminer dans les jours qui arrivent. Là, on sent la fin approcher et les passages que j'ai lus hier, il y en a qui m'ont vraiment serré la gorge, qui m'ont fait monter les larmes aux yeux. Il y a des passages qui étaient vraiment très très durs à lire. Donc voilà, je sens que la grosse vague d'émotions que tout le monde a eu en arrivant à la fin du livre commence à s'installer doucement, commence à arriver. Et ouais, j'ai eu besoin de poser mon livre, de souffler un petit peu, de faire 2-3 autres petites choses avant d'aller dormir, parce que sinon je pense que j'aurais fait des rêves assez compliqués, hein, parce que
ouais, c'était assez dur. Et je pense que c'est rien comparé à ce qui va arriver par la suite. Mais je passe un bon moment de lecture. Je vous disais dans la semaine livresque précédente que pour l'instant, j'étais pas franchement sur le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu. Au début, j'ai trouvé que c'était très fluide, que ça se lisait très facilement. J'aimais vraiment cette opposition entre les deux points de vue des deux sœurs. J'aimais beaucoup ces deux personnages. J'aimais les voir évoluer, qui était pour elles leur sens du devoir se développer dans deux sens différents. Et ensuite est arrivé un gros bout vers la moitié du roman où j'ai trouvé que c'était assez lent, où j'ai trouvé que ça se traînait. C'est peut-être parce que j'ai pas pu prendre mon livre pendant quelques jours, donc je n'ai pas pu avancer. Là, ça va faire plus d'une semaine que je suis dessus et c'est assez rare que je reste aussi longtemps sur un livre, donc je pense le terminer dans les jours qui viennent. Et au programme aussi, j'aimerais bien lire les 4 bandes dessinées restantes que j'ai empruntées à la bibliothèque pour pouvoir les ramener au plus vite. Donc j'espère pouvoir les lire cette semaine et vous en reparler le moment venu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais ouvrir cette nouvelle semaine livresque, faire un petit point lecture avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et moi je vous dis probablement à ce soir pour vous parler de mon avancée dans Le Chant du Rossignol. On est mercredi 19 mai, il est 10h10, quelque chose comme ça. Je suis un petit peu en avance, donc je me suis dit que j'allais prendre le temps de papoter un petit peu avec vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque ça y est, je reprends enfin le travail après plus d'1 mois avec le magasin fermé. Ça y est, aujourd'hui, on rouvre, on retrouve les clientes. Ça va faire vraiment plaisir. Je suis motivée, je suis juste mais super heureuse et impatiente. Donc voilà, hâte de commencer cette journée de travail. Je pense que ce soir, je serai juste rincée, vraiment fatiguée, mais ce sera de la bonne fatigue. Avant ça, je voulais vous faire un petit point lecture puisque hier soir, avant de m'endormir, j'ai terminé Ça y est, The Nightingale de Christine Anna, donc Le Chant du Rossignol. Est-ce que j'ai fini avec le nez complètement rouge, les yeux bouffis, éclatés, remplis de larmes? Et ben, ma grande surprise, non. Alors que pourtant, je suis quand même très sensible à tout ça, tout ce qui va être séries télé, films, livres. Je pleure assez facilement, j'ai les émotions vraiment à fleur de peau. Et je m'attendais vraiment à un grand débordement, je m'attendais à beaucoup pleurer. Ça parce que tous les avis que j'avais entendus allaient dans ce sens-là. Et finalement, eh bien, j'ai eu les yeux humides, je vais pas mentir, c'était une fin très émouvante. Mais j'ai lu beaucoup plus émouvant. Ce livre, pour moi, c'est une petite déception à ce niveau-là. J'ai passé un bon moment de lecture. On voit que l'autrice, qui en plus de ça est américaine, a fait beaucoup de recherches sur la situation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, sur tout ce qui a pu s'y passer. On va notamment assez rapidement parler d'Oradour-sur-Glane. Voilà, on voit qu'elle a fait des recherches et à la fin, elle nous dit même que pour écrire ce livre, elle a eu un petit entretien avec Tatiana Droney qui l'a beaucoup aidée dans l'écriture et notamment à ce niveau-là, au niveau documentaire, au niveau historique, tout ce qu'il a pu se passer en France pendant cette période, et ça c'était vraiment top. Après, je pense que je n'ai pas eu la grosse vague d'émotions parce que il y a eu quand même pendant toute ma lecture une distance entre les personnages et moi. Je me suis pas complètement, totalement à la fois identifiée ou attachée à eux. Il me manquait vraiment quelque chose, même si je vais pas le nier, vraiment il y a des passages qui sont durs, il y a des passages qui méritent même un petit trigger warning, il y a des passages qui m'ont vraiment pris aux tripes, les larmes qui sont montées aux yeux à plusieurs reprises. Et voilà, j'ai pas pleuré à chaudes larmes et quand je pense à des livres qui m'ont beaucoup touchée sur la Seconde Guerre mondiale plutôt que Le Chant du Rossignol, là je pense plutôt notamment à Max de Sarah Cohen-Scalie, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, l'un de mes livres préférés de tous les temps qui est Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doerr. Il y a eu aussi La voleuse de livres de Marcus Zusak. Ça c'est vraiment des livres qui à la fin, j'ai tourné la dernière page et j'avais vraiment les larmes qui coulaient, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter, ça m'avait pris aux tripes, ça m'avait remué et là ça a été un petit peu moins le cas. Donc petite déception à ce niveau-là, néanmoins je suis très contente d'avoir découvert La plume de Christine Anna avec ce livre-là. Je pense que je lirai d'autres de ces livres, mais je suis passée quand même assez loin du coup de cœur que je m'attendais à avoir. Après, est-ce que j'ai mis peut-être la barre un petit peu haute avec tous ces avis extra élogieux que j'avais entendus de partout? C'est possible, je ne sais pas, mais j'ai quand même eu une petite surprise finale puisque je vous disais que le livre avait deux temporalités, je sais pas vraiment si on peut dire ça, puisque les passages dans les années 1990, donc en 1995, sont
assez rares quand même, il y en a justement 3-4 durant le livre. Mais je pensais avoir deviné qui était cette personne âgée, vous voyez, dans les années 90 aux États-Unis. Et finalement, je me suis trompée et à la fin du livre, j'étais là, mais what? J'avais pas du tout vu ça venir, ça m'a surprise, ça c'était vraiment génial. Le souvenir de cette lecture, c'était vraiment un très beau livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais moi il me manquait vraiment quelque chose de plus pour m'attacher au personnage. Mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la plume de Christine Hanna aussi, et je pense que je le garderai en tête pendant un petit moment. Mais pour moi, voilà, je pense qu'il va pas rentrer malheureusement dans mon top des livres sur la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez lu Le Chant du Rossignol, à me partager dans les commentaires votre avis, me dire ce que vous en avez pensé. Je vais maintenant passer à une autre lecture. Je pense que ce soir, après cette journée de boulot, comme je vous l'ai dit, je risque d'être fatiguée, donc ça va sûrement être une petite bande dessinée. Et je vais commencer Je vais bien ou Je vais mieux, je n'ai plus du tout le titre en tête, que j'ai dans ma bibliothèque, qui m'a été gentiment offert par Thomas, qui avait la chaîne YouTube Le Chasseur de mots, que je remercie grandement. C'est un livre de David Fuenquinos. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, ou en tous les cas je ne m'en souviens absolument pas si jamais c'est le cas, donc ça va être l'occasion de découvrir un nouvel auteur et ça fait toujours plaisir. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire dont je ne sais vraiment rien du tout, et ça c'est plutôt chouette aussi parce que ça veut dire que je vais me plonger dans ce livre un petit peu à l'aveugle et j'aime bien faire ça aussi, ça peut être l'occasion de faire de bonnes découvertes. En tous les cas, j'en attends pas forcément grand chose, donc le risque de déception est peut-être un petit peu moins grand qu'avec Le Chant du Rossignol. Bref, trêve de blabla, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, c'est parti pour la journée de travail, moi je vous dis à plus tard. On est vendredi, je commence à 11 h aujourd'hui, donc je ne vais pas tarder à partir, mais avant ça je voulais quand même venir papoter bouquin un petit peu avec vous, puisque je ne vous ai pas pris hier tout simplement parce que je n'ai pas lu grand chose. Honnêtement ça me fait un petit peu bizarre, puisque ces semaines pendant lesquelles je ne travaillais pas, automatiquement j'avais beaucoup plus de temps pour lire, donc vraiment je lisais à fond les ballons, je dévorais les romans, ça s'enchaînait assez rapidement, et là bah bien sûr hein, je reprends un rythme, je retourne au travail, le soir je suis un petit peu fatiguée, donc je lis moins longtemps puisque j'ai plutôt tendance à m'endormir sur ma lecture, mais j'ai commencé une nouvelle lecture, donc je me suis dit que j'allais venir vous en parler. Je vous avais dit aussi que j'essaierais de lire des bandes dessinées le soir, mais finalement je suis obligée, si je les lis le soir, de les lire à la lumière de la lampe de chevet, et je trouve ça un petit peu dommage puisque ça me gâche les couleurs, voilà, je vois pas tous les petits détails vraiment comme je le voudrais. Donc je pense que le plus simple ça va être dimanche après-midi, je vais me faire une après-midi bande dessinée avec de bonnes tasses de thé chaud, ça va être génial, j'ai déjà super hâte. Donc je vous parlerai probablement dimanche, avant de clôturer ce vlog, des 4 bandes dessinées que je n'ai pas encore lues, comme ça eh bien, je pourrai les ramener tranquillement à la médiathèque la semaine prochaine et retourner en emprunter la semaine d'après. Tout ça va s'organiser comme il faut, je pense. Bref, je retrouve pour vous parler de mon tout début de lecture, puisque je n'ai lu qu'une 30aine de pages, de Je vais mieux de David Fuenquinos. La dernière fois, je vous en parlais, c'était assez vaguement, très rapidement dans la voiture, et je n'avais pas le livre avec moi. Maintenant, je l'ai, j'ai lu 40 pages, donc vraiment juste le tout début. C'est un livre qui est pas franchement très épais, quand même, il fait 371 pages. Je n'avais jamais lu aucun livre de David Fuenquinos, donc pour moi, c'est vraiment la découverte totale. Et pour l'instant, ce que je peux vous dire de ma lecture, c'est que c'est assez particulier. Je ne sais pas du tout où on va. C'est vraiment une lecture à l'aveugle complète. Je me demande vraiment où cette histoire va aller, parce que là, je n'en ai absolument aucune idée. On suit un homme qui doit avoir 30-40 ans je pense, qui mène sa vie tranquillement avec sa femme, il est très proche d'un couple d'amis aussi, et un jour sa vie va changer lorsqu'il va ressentir une vive douleur au dos. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment un problème physique? Donc il va aller à l'hôpital, il va passer des radios, c'est plutôt une douleur psychologique si je puis dire. Est-ce que je ne somatise pas mes problèmes au travail, puisqu'il travaille pour une société d'architecture dans laquelle il gère toute la partie budgétaire. Il a fait de grandes études d'économie et il a un collègue qui veut sa place et qui est prêt à tout pour ça. L'ambiance à son travail elle est vraiment très lourde, très pesante. Il y a pas mal de réflexions intéressantes sur le couple, sur la vie au travail aussi, l'évolution qu'il y a pu y avoir dans la vie en entreprise, une entreprise dans laquelle avant on pouvait se retrouver le soir
soir avec ses collègues pour aller boire un petit coup, pour aller boire un café en terrasse, chose qui maintenant dans son entreprise en tous les cas est quand même assez mal vue. On se dit oh, est-ce qu'ils préparent pas un mauvais coup à être tous les deux ensemble? C'était plutôt très individualiste et lorsque j'ai terminé ma lecture hier, il y avait toute une réflexion sur l'expression chacun pour soi. Alors à la fois chacun pour soi dans son entreprise, dans le monde du travail où c'est vraiment il faut réussir au mieux et puis quitte à écraser les autres, à vraiment les laisser complètement sur le côté, zéro scrupule, et le chacun pour soi dans le contexte plus médical où là eh bien on est seul face à sa maladie, on est seul face à ses problèmes, il y a personne qui peut les prendre pour nous, il y a personne qui peut porter notre fardeau si je puis dire à notre place. Voilà, pour l'instant j'en suis juste là, on suit la vie de cet homme qui, au début du livre, beaucoup de personnages nous disent « Ah bah toi t'es vraiment quelqu'un qui ne fait pas de cinéma, donc si tu dis que t'as mal, c'est vraiment que t'as quelque chose. » Et là, je commence à trouver que cet homme se plaint quand même assez souvent. Il a une petite dose d'humour que j'apprécie, c'est un livre qui se lit assez facilement, j'aime beaucoup la plume de David Fuenquinos pour l'instant, donc j'ai hâte de reprendre ma lecture. Là ce matin j'ai pu avancer pas mal comme je commençais à 11 h sur ce que je fais d'habitude le soir, donc ce soir je vais pouvoir me faire un bon petit moment de lecture et j'espère quand même avancer parce que avancer à un rythme de tortue comme ça, même si c'est normal, je le comprends, ça reste quand même un petit peu frustrant, donc je vous en reparlerai quand j'en aurai plus lu et puis dimanche après-midi, bande dessinée au programme. Je croise les doigts pour que ça se maintienne. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, eh bien, je vais aller me préparer. Et puis, c'est parti pour une journée de travail. Dimanche, je me pose à mon bureau. Je pense que dans cette vidéo, mis à part le tout petit passage où je vous ai parlé dans la voiture, vous n'avez eu que ce cadre-là. C'est pas très varié, c'est pas très diversifié, je m'en excuse. Mais là, avec la fenêtre, c'est un petit peu l'endroit où il y a la meilleure lumière puisque le soleil n'a toujours pas refait son apparition. C'est un temps toujours gris, toujours couvert. C'est un poil déprimant, mais c'est pas grave, on fait avec, on garde espoir, on reste optimiste, le soleil va revenir. Le week-end a donc commencé puisque moi j'ai mes week-ends en décalé, j'ai toujours dimanche, lundi puisque je travaille le samedi. La semaine est passée à une vitesse juste folle, j'ai pas du tout vu le temps passer, je suis vraiment contente de retourner au travail. Je suis contente aussi de reprendre un rythme parce que c'est vrai que quand je travaillais pas, je me couchais pas forcément toujours à la même heure, je me levais pas forcément toujours à la même heure, ce qui parfois peut être encore plus fatigant parce qu'on est complètement déréglé. Là ça y est, j'ai repris un rythme, je me lève à la même heure tous les jours, voilà. Ça permet de cadrer un petit peu plus les choses et ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas eu le temps d'avancer dans ma lecture de Je vais mieux de David Fuenquinos, donc j'ai pas forcément de point lecture à vous en faire. Je pense que je vais avancer un petit peu dedans aujourd'hui, mais que ça va être encore une fois une lecture qui va être à cheval sur 2 vidéos semaine livresque parce que je risque de le terminer la semaine prochaine. C'est pas grave, il faudrait que j'arrive à organiser mes lectures pour pouvoir terminer ma dernière lecture de la semaine le dimanche, mais ça demande un petit peu plus d'organisation que ce que j'ai fait cette semaine, donc on verra ça pour la semaine prochaine. Je vous avais dit que ce dimanche, j'avais vraiment envie de me faire un petit marathon bande dessinée avec les 4 dernières bandes dessinées que j'avais empruntées à la bibliothèque que je n'avais pas encore lues, ce qui me permettrait comme ça d'aller les ramener la semaine prochaine sur l'une de mes pauses de midi et d'aller la semaine d'après en prendre de nouvelles. Donc on va commencer ce marathon avec la première bande dessinée qui ouvre le bal, c'est donc Sorceline, le tome 1, qui s'appelle Un jour je serai fantasticologue. C'est de Sylvia Doulier et Paola Antista, c'est paru aux éditions Vent d'Ouest. De ce que j'en sais, par la 4e de couverture, on suit apparemment une jeune fille qui s'appelle Sorceline et qui veut s'occuper des animaux. Mais bien sûr, elle ne veut pas s'occuper des chats, des chiens, des poneys, des vaches, des moutons, tout ce que vous voulez, tous les animaux plus classiques, ce serait trop facile. Non, elle veut s'occuper de dragons, de licornes, de créatures un petit peu fantastiques. Une bande dessinée qui m'a l'air assez drôle, assez onirique aussi, et j'aime beaucoup les dessins, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et bien moi, j'y vais, et je vous en reparle dès que j'ai terminé, avant d'attaquer la suivante. C'est parti!
j'ai déjà terminé ma lecture de Sorceline, le premier tome. Un jour, je serai fantasticologue. Ça s'est lu, mais super rapidement. Après, on est sur une bande dessinée jeunesse. C'est très court, ça fait seulement 48 pages. Il n'y a pas énormément de texte, il y a surtout des illustrations qui prennent beaucoup de place sur les pages. C'était vraiment chouette. On découvre donc le personnage de Sorceline, qui est cette jeune fille qui a toujours rêvé de devenir soigneuse pour les animaux fantastiques, tout ce qui va être dragon, licorne, etc. Et tout un tas d'autres animaux dont je n'avais personnellement jamais entendu parler. Je pense que l'auteur a créé ici peut-être son propre bestiaire, son propre univers. Et pour devenir soigneuse, Sorceline doit suivre une formation bien spécifique. Elle va donc se rendre en stage, un stage vraiment qu'elle a pu avoir, c'est une opportunité incroyable dans une école dirigée par Monsieur Balzar, qui est très connu dans le milieu. Et on suit ses premiers pas dans cette école, sa rencontre avec ses camarades, et il va rapidement y avoir une ambiance assez pesante, assez lourde dans cet établissement, puisque les élèves vont petit à petit se transformer en statues de glace, les statues vont être brisées et donc ils vont disparaître. Tout ça est un petit peu louche. Donc Sorceline, elle va assez rapidement, avec sa meilleure amie, mener l'enquête sur ces étranges disparitions. Je ne vous en dis pas plus, mais la fin est juste... What? Vraiment incroyable, ça promet et j'ai hâte de lire la suite. Personnellement, petite comparaison, ce premier tome m'a beaucoup fait penser à l'adaptation que Netflix a fait de la saga Les Winx, que j'ai adoré. C'était vraiment une super adaptation et j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance dans cette bande dessinée là. J'ai aimé l'ambiance scolaire, l'ambiance école avec des cours un petit peu sur les créatures fantastiques, un univers onirique avec une petite touche de mystère, avec une petite enquête en plus. Et Sorceline, c'est un personnage qui est terriblement attachant, qui est entouré de beaucoup de mystères et j'ai hâte de continuer la saga. Il y a 2 autres tomes parus il me semble et ils sont disponibles à la bibliothèque, donc dès que j'y retourne j'emprunte avec grand plaisir la suite parce que j'ai envie d'en savoir plus sur Sorceline, qui en plus de ça est un personnage qui a pas mal d'humour. Il y a plusieurs passages qui m'ont fait sourire, c'était vraiment un chouette moment de lecture. Après j'ai eu un petit doute à un moment, je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment un premier tome? Parce que pour moi, il manque quand même un petit peu d'introduction. J'aurais aimé découvrir les premiers pas de Sorceline dans cette école, découvrir peut-être un petit peu plus sa rencontre avec ses camarades aussi, pour en savoir plus sur chacun d'entre eux, pour m'attacher plus à ces personnages. Il y en a pour certains, on a découvert leur prénom qu'à la toute fin de ce premier tome. Je trouve que c'était un petit peu dommage, et même au niveau de la multitude de créatures qu'on nous introduit dans ce tome-ci, j'aurais aimé avoir, pourquoi pas, à la fin un petit bestiaire, un petit annexe, un petit lexique pour en savoir un petit peu plus. C'est vrai que on est plongé dans cette histoire, l'auteur nous parle des créatures, nous parle des personnages, nous parle même de l'établissement, comme s'il partait du principe que nous on connaissait tout ça, que nous on avait déjà entendu parler de Sorceline auparavant, qu'on connaissait cet univers, et bah c'est pas forcément le cas pour ma part. Et bien je me plongeais dedans pour la toute première fois et c'est vrai que les premières pages, bah, j'étais un petit peu déstabilisée, un petit peu perdue. Je me suis dit mais de quoi on parle? C'est qui Monsieur Balzar? C'est quoi cette créature? Et il y a des moments où Sorceline va essayer de nous développer son raisonnement pour parvenir à résoudre cette enquête sur la disparition de ses camarades, et elle est vraiment dans son raisonnement très logique avec toutes les connaissances qu'elle a sur les créatures magiques. Et bah nous on connaît pas ces créatures, donc par moments j'étais un petit peu lésée dans ma lecture. J'étais là oui, je sais pas du tout de quoi tu parles, mais ça a l'air vraiment passionnant. Donc j'espère que tout cet univers sera plus développé dans la suite de la saga. En tous les cas, vraiment, encore une fois, un chouette moment. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a vraiment toujours une harmonie de couleurs entre la planche de gauche et la planche de droite. C'est vraiment une lecture d'ambiance avec une petite touche d'humour, des personnages très attachants et une fin qui donne juste terriblement envie de lire la suite parce que de mystère, c'était super chouette, vraiment. Bonne première lecture pour ce petit marathon BD, même si pour moi c'est un premier tome qui aurait mérité d'être plus épais, d'avoir plus d'explications, que le tout prenne un petit peu plus de temps, parce que par moments tout s'enchaîne très rapidement et j'avais un petit peu de mal à suivre puisque bah, j'avais pas toutes ces références de base comme je vous disais, mais très contente de cette lecture et j'ai hâte de lire la suite.
On continue avec un premier tome, mais cette fois-ci avec un personnage que je connais déjà, puisqu'on part sur un grand classique de la bande dessinée. Je vous en ai parlé lorsque je vous ai présenté mes empreintes bibliothèque. Pour moi, je pense que j'ai vraiment de grandes lacunes dans les classiques de la bande dessinée. Donc j'ai envie de lire toutes ces sagas classiques de la bande dessinée, une par une. Et je vais commencer avec ce qui est pour moi quand même l'un des pionniers de la bande dessinée. Quand on parle classique de la BD, on pense automatiquement quand même à Tintin d'Hergé. Donc le premier tome était disponible à la médiathèque, je l'ai emprunté et j'ai hâte de le découvrir. Ça va maintenant être le deuxième livre de ce petit marathon BD du dimanche, Tintin au pays des soviets, reporter du petit 20e. Et c'est paru chez Casterman. Alors déjà, quand je l'ai ouvert, que j'ai vu les illustrations, ça fait vraiment tout drôle parce qu'on est sur le tout premier Tintin. Au niveau de l'année de parution, je saurais pas vous dire, ça doit être inscrit juste ici, on est quand même en 99, je pensais que c'était vraiment plus ancien que ça, mais on n'a pas d'illustration couleur, on est sur des pages en noir et blanc, je pense que ça va se lire très rapidement. J'ai l'impression que ce livre est épais, mais je pense que c'est pas franchement le cas. Il ne fait que 141 pages, mais il a dû avoir un petit accident aquatique, ce qui fait qu'il est quand même assez gondolé. Et les cases sont vraiment très grosses, et les écritures sont écrites vraiment avec une police de caractère qui est quand même assez grasse. Donc ça devrait se lire assez facilement, assez rapidement. Donc je pars à la découverte de l'origine de Tintin avec ce premier tome. Et j'ai hâte ensuite de continuer la saga avec le deuxième qui sera donc Tintin au Congo. Donc je lis celui-ci et je vous retrouve dans quelques instants pour vous partager mon avis avant de passer au livre suivant. Ça y est, fin de ma lecture du premier tome de Tintin, Tintin au pays des soviets de Hergé. Je vous disais tout à l'heure que ce livre était paru en 1999 puisque j'avais tout simplement regardé le copyright au début du livre, mais je pense que c'est 99 pour cette édition chez Casterman parce que vraiment quand j'étais plongée dans ma lecture, je me disais mais 1999, c'est pas si loin que ça, et au vu des planches, au vu des situations, au vu de l'humour qu'on retrouve, l'humour qui se dégage de cette bande dessinée, ça me semble un petit peu bizarre quand même 1999, donc je suis allée creuser un petit peu plus, la preuve de ma grosse lacune en termes de bande dessinée, et la première édition de ce livre remonte à 1929, ce qui est quand même assez loin de 1999, et comme je vous le disais, on le ressent vraiment dans cette bande dessinée qui nous introduit le personnage maintenant mais mondialement connu je pense de Tintin, qui est un reporter belge au journal Le Petit 20e, et il va être envoyé dans le cadre de son travail en Union soviétique pour y décrire ce qu'il se passe là-bas, comment est la vie là-bas et surtout le régime soviétique et la vie sous le régime soviétique. Et bien sûr, les habitants du pays des soviets, comme nous le dit le titre, ne vont pas le laisser faire. Ils considèrent cela comme de l'espionnage et ils sont prêts à tendre tous les pièges à Tintin sur son chemin, tout un tas d'embûches, toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, pour qu'il ne révèle pas la vérité sur ce qui se passe en Union soviétique. Donc on a vraiment un lourd contexte politique, parsemé ici et là quand même d'une bonne petite dose de clichés, mais quand on se dit que ce livre est paru pour la première fois en 1929, c'est assez incroyable quand même parce que Hergé dénonce quand même pas mal de choses sur le régime soviétique ici, toujours avec une petite touche d'humour. C'est un livre qui m'a bien fait rire parce que j'ai trouvé que ça manquait clairement de crédibilité. Heureusement que Milou est là pour assister Tintin, parce que sans Milou, je pense que Tintin, rien que dans ce tome-ci, il serait déjà mort au moins une dizaine de fois. Par moment, il est pas franchement très fut-fut ce Tintin, et en plus de ça, il peut être dans une situation pourrie, et bien il y a toujours quelque chose qui va l'aider à sortir de cette situation pour aller vers une autre, et encore une fois, soudainement, quelque chose qui l'aide. On peut poser une bombe juste à côté de lui, tout va exploser, mais lui, il va rester bien debout, aucun souci là-dedans. Il va juste dire « Oh, il me semble qu'il s'est passé quelque chose d'anormal ». Voilà, c'est ce genre d'humour, vraiment, c'est très peu crédible. Mais quand on le sait, quand on se plonge dans le livre en le sachant, c'est juste un régal, vraiment. J'ai beaucoup ri dans cette lecture.
pour moi ça frôle un petit peu l'absurde par moment. Donc j'ai hâte de lire les tomes suivants, j'ai hâte de voir l'évolution aussi du personnage de Tintin, j'ai hâte de rencontrer la Castafiore, de rencontrer le capitaine Haddock pour la première fois aussi. Mais oui, c'était pour moi vraiment une suite de gags tous aussi peu crédibles les uns que les autres, sous fond de quand même beaucoup de dénonciations politiques, comme je vous disais. Il y a des messages forts qui sont passés, notamment sur ce qu'a mis en place l'Union soviétique, sur ce que pouvait être la vie et la pauvreté des habitants en Union soviétique. Et je trouve que c'est fort quand même de la part d'Hergé. C'était quand même un risque, je pense. Et voilà, personnage de Tintin assez attachant. Je ne me rappelais pas du tout de ce personnage de cette manière-ci, donc je suis vraiment contente d'avoir commencé ma découverte de cette bande dessinée, même si bien sûr j'avais déjà lu quelques Tintins par-ci par-là, pas du tout dans l'ordre il y a quelques années, avec ce premier tome, mais voilà, c'est loin d'être un coup de cœur, c'est assez décalé je trouve, fort peu crédible, mais c'était chouette, mais j'ai quand même hâte de lire la suite. C'est une lecture que j'ai trouvée assez surprenante, on va dire. Donc voilà pour mon avis sur le premier tome de Tintin. Et je vous en dirai plus lorsque j'aurai lu le deuxième que je compte bien emprunter à la bibliothèque lorsque j'y retournerai si elle est disponible. Voilà, le côté noir et blanc et les dessins m'ont un petit peu dérangé aussi, donc j'ai hâte de lire le deuxième tome qui cette fois-ci est en couleur avec des traits un petit peu plus fins, parce que c'est vrai que là c'est très sommaire, c'est très grossier quand même, et ouais, il me manquait quelque chose au niveau des dessins, c'était vraiment très très basique, mais il n'empêche que voilà, j'ai passé un bon moment. Ça me fait penser à ces petits dessins animés où on a vraiment une suite de gags où les personnages n'arrêtent pas de chuter, n'arrêtent pas de se prendre des choses sur la tête, ils se relèvent toujours, ils sont un petit peu à côté de la plaque par moment, et c'est ce comique qui fait rire les enfants, qui fait parfois aussi rire les adultes, avouons-le, et que j'ai retrouvé dans cette bande dessinée. Ça, c'était chouette. On passe maintenant à un genre complètement différent et on change des premiers tomes, puisque cette fois-ci on est sur l'avant-dernier tome d'une saga, une saga dont j'emprunte chaque tome à chaque fois que je vais à la bibliothèque. C'est La Guerre des Lulus. Là je suis rendue au tome 1, 2, 3, 4, 1917, La Déchirure, c'est de Régis Sautière et Hardock, paru chez Casterman. Alors La Guerre des Lulus, c'est une saga bande dessinée jeunesse qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Chaque tome, c'est une année, donc là on est en 1917, un an avant la fin de la Première Guerre mondiale, et ensuite toute une bande d'enfants qui ont la particularité tous d'avoir un prénom qui commence par Lu. Donc on a 4 ou 5 garçons je crois, et une jeune fille. Et c'est pour ça qu'il s'appelle donc la bande des Lulus. Les garçons à la base vivaient dans un orphelinat, et au moment de l'évacuation de l'orphelinat, lorsque les Allemands ont envahi leur village, ils étaient occupés à jouer dans la forêt, donc ils n'étaient pas franchement là, et lorsqu'ils sont revenus, les Allemands étaient là, donc ils essayent de faire leur vie malgré tout, ils essayent de survivre. Voilà, ils doivent se cacher en plus de ça, ils sont dans un pays en guerre, il n'y a pas franchement beaucoup d'adultes pour les aider, si ce n'est dans le tome précédent, ils sont constamment en fuite et ils vont assez rapidement croiser le chemin de cette jeune fille qui a fui la Belgique avec ses parents. Elle a perdu ses parents dans le flot de gens, vraiment tout le monde marchait, tout le monde était dans l'exode, elle s'est perdue et elle a trouvé les Lulus. Donc voilà, ils cohabitent ensemble, ils essayent de survivre malgré tout, et c'est La Guerre des Lulus. C'est une bande dessinée vraiment très émouvante. J'avais un peu moins aimé le tome précédent que j'avais trouvé quand même assez intermédiaire. Je trouvais qu'il se passait pas franchement grand chose, qui manquait pour moi de révélation, de rebondissement, si ce n'est la fin qui promettait un 4e tome vraiment incroyable. La fin je l'avais absolument pas vu venir, donc j'ai bien sûr hâte de me plonger dans ce tome-ci. Je vous disais que c'était l'avant-dernier de la saga, bien sûr c'est l'avant-dernier de la saga La Guerre des Lulus, mais il y a eu une saga aussi Compagnon, je ne sais plus trop, mais je sais qu'il y a une autre saga dérivée de celle-ci ensuite que je pense lire, peut-être pas directement après celle-ci, mais je pense la lire plus tard, parce que la bibliothèque aussi. Donc moi je retourne d'emblée retrouver les Lulus. J'adore vraiment les dessins. Là, après Tintin avec les traits vraiment grossiers et vraiment épais, on part sur quelque chose de beaucoup plus fin. Et bien, comme d'habitude, je vous dis à plus tard pour un petit avis lecture, et après j'attaquerai
Eh bien déjà, la dernière des bandes dessinées que je n'avais pas encore lues, c'est vraiment chouette ce petit marathon de bandes dessinées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enchaîné comme ça vraiment les bandes dessinées de manière aussi rapide, aussi rapprochée. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, ça me rappelle ce moment où lorsque j'étais plus jeune, que j'avais peut-être 10-12 ans, on allait à la bibliothèque avec ma maman et mon frère et on pouvait emprunter à cette époque 6 bandes dessinées. J'en empruntais 6 et lorsque je rentrais le soir, je n'avais qu'une envie, c'était de dévorer les 6 bandes dessinées. Donc je passais ma soirée à enchaîner les bandes dessinées les unes après les autres. Ensuite, je demandais à mes parents de retourner à la bibliothèque puisqu'il fallait déjà que je réemprunte d'autres bandes dessinées. Donc ça, c'était de super moments et je suis contente de renouer un petit peu avec ça maintenant que je n'emprunte plus que des bandes dessinées, d'autant plus que c'est dans cette même bibliothèque dans laquelle j'allais lorsque j'étais enfant. Donc ouais, là je passe un moment plutôt chouette en ce dimanche après-midi à enchaîner les BD, donc on continue. Je viens de finir ma lecture du tome 4 de La Guerre des Lulus de Régis Sautière et Hardock paru chez Casterman. Alors pour l'instant je pense que je reste sur mon avis initial qui est que j'ai vraiment préféré les premiers tomes de la saga, ceux au tout début de la Première Guerre mondiale, ceux dans lesquels on découvre pour la première fois les personnages des Lulus, où on fait la rencontre de Luce qui va accompagner les Lulus pendant 2-3 tomes. Et je vous avais dit que la fin du 3e tome se terminait sur quelque chose, mais waouh, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Et finalement on n'a pas vraiment la réponse à cette question. La réponse à cette question, ce qui se passe entre la fin du 3e tome et le début de celui-ci, c'est cette série de bandes dessinées dérivées qu'on nous introduit ici qui s'appelle La Perspective Luigi, que je compte lire plus tard, mais ça se passe un peu voilà entre le 3e et le 4e tome, donc j'attendais vraiment les réponses à mes questions suite à la fin du 3e, et je les ai pas franchement eues. On est parti sur autre chose. Il y a eu des moments qui étaient très émouvants, c'était quand même un bonheur de retrouver les personnages, de retrouver l'univers. Il y a juste 2 petites choses qui m'avaient un petit peu dérangée dans le tome précédent et qui m'ont toujours dérangée un petit peu dans celui-ci. La première, c'est qu'on a beaucoup de passages où on rencontre bien sûr des soldats allemands qui bien sûr vont parler dans leur langue et donc on va avoir en bas les traductions en fait, ce qui fait qu'on est constamment obligé de regarder ce qui est écrit en haut, d'aller en bas. C'est une gymnastique en fait qui me gâchait un petit peu ma lecture dans le tome précédent et qu'on retrouve un peu plus ponctuellement mais qu'on retrouve quand même dans ce tome-ci. Et la deuxième petite chose, c'est la police d'écriture. Vraiment, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la colorisation, j'aime beaucoup les personnages, mais je trouve la police d'écriture vraiment pas très lisible. C'est pas très agréable à lire à ce niveau-là. J'ai toujours l'impression de déchiffrer un petit peu cette police écrite tout le temps, tout en majuscule et assez ramassée, assez serrée en fait. Donc voilà, là c'est vraiment que des détails parce que voilà, même le fait que les soldats allemands parlent en allemand, bah, c'est logique, hein. Mais bon moment de lecture, même si voilà, on sent que la fin de la saga approche. Et j'ai hâte parce que ça commence pour moi à s'éterniser un petit peu. Ces tomes-ci sont vraiment moins bien que les premiers, mais bon moment quand même. On apprend des petites choses sur la vie notamment en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler parce que bon, on est quand même sur un 4e tome. Bon moment de lecture, mais petite déception quand même. Je m'attendais à mieux. Et on poursuit donc maintenant avec ce qui va être bien la dernière bande dessinée de ce petit marathon BD du dimanche. C'est un premier tome encore une fois, c'est le premier tome de Lulu et Nelson. Il s'appelle Cap sur l'Afrique, c'est de Girard Aumont et Néret chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Alors j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais personnellement les éditions Soleil et plus spécialement leur collection Métamorphose, je fais une confiance mais quasiment aveugle. Je n'ai jamais été déçue ni par cette maison d'édition ni par cette collection, donc voilà, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que ça va être un bon moment. Les dessins sont juste mais magnifiques. Aurélie Néret, c'est entre autres celle qui illustre, il me semble, les carnets de cerises
et on retrouve vraiment ce coup de crayon ici. J'ai hâte. Dans ce livre on découvre deux personnages, Lulu et Nelson, qui viennent de deux pays différents et il me semble qu'ils ont grandi, qu'ils vivent en tous les cas dans un cirque duquel ils vont s'échapper. Je n'en sais pas plus. Apparemment ils vont mettre le cap sur l'Afrique au vu du titre de ce premier tome. J'ai hâte de le découvrir. Là je vais me faire une petite pause goûter de 5-10 minutes et après je me lance dedans. J'ai ouvert au hasard et je vois qu'on a des petits intermèdes comme ça me fait vraiment penser au niveau des illustrations, au niveau des couleurs, voilà, au niveau de l'ambiance générale qui se dégage de cette bande dessinée juste de par les dessins, puisque bien sûr je n'ai pas encore lu l'histoire au carnet de cerises et j'ai hâte de me plonger dans cette bande dessinée. Ça a l'air tellement beau. Donc voilà, prochaine et dernière BD de ce petit marathon avant de regarder quelques vidéos booktube et de reprendre ce soir ma lecture du livre de David Fuenquinos. Et je pense que après ça, ça fera peut-être assez pour cette vidéo semaine livresque. Et puis je clôturerai tranquillement en soirée. À plus tard. Et bien ça y est, je viens de terminer la dernière des bandes dessinées que j'avais empruntées à la bibliothèque. Et waouh, c'était trop bien, c'était d'une beauté incroyable, autant par l'histoire que par les dessins. Retrouver le coup de crayon d'Aurélie Néret, c'était juste un régal, c'était magnifique, j'en ai pris plein les yeux, j'ai eu la gorge serrée, ce livre était rempli de poésie, d'amour, d'humanité, c'était vraiment super beau, c'était un vrai petit régal. Alors je vous disais que l'histoire parlait de Lulu et Nestor qui ont grandi dans un cirque et qui vont s'en échapper. Et ben finalement c'est pas ça, comme quoi parfois en lisant une quatrième de couverture ou des avis par-ci par-là on peut se faire une idée du synopsis d'un livre, mais qu'en lisant vraiment qu'on découvre la véritable histoire, parce que c'est pas totalement ça. Dans ce livre on découvre une jeune fille qui habite en Inde en 2016 avec sa mère et ils doivent partir pour l'Italie. Et cette jeune fille est très proche des éléphants et ça lui fend le cœur de laisser les éléphants et de devoir partir en Italie. Elle va recevoir une lettre de sa grand-mère qui s'est un jour retrouvée dans une situation similaire à la sienne et sa grand-mère va donc décider de lui raconter son histoire. Sa grand-mère c'est Lucia, surnommée Lulu, qui est cette jeune fille qui elle a bien grandi dans un cirque et dans ce cirque elle était très proche d'un lion qui est né le même jour qu'elle. Elle a grandi avec lui, elle a joué avec lui lorsqu'il était lionceau, elle l'a vu grandir, elle l'a vu évoluer. Ses parents étaient dresseurs et ça depuis 2 ou 3 générations et elle s'était toujours dit qu'elle aussi elle ferait ce métier, qu'elle aussi elle serait proche des lions, qu'elle aussi elle serait dresseuse. Seulement un accident avec un lion lors d'un spectacle va coûter la vie à sa mère. Son père va ensuite tout faire pour éloigner Lulu des félins puisqu'il trouve que c'est trop dangereux pour elle. Et un jour, un terrible drame va survenir au cirque et le lion duquel elle était si proche, Cyrus, va décéder avec beaucoup d'autres animaux. Je vous en dis pas plus sur le pourquoi du comment. Et Lulu va se mettre en tête de retrouver des lions pour refaire marcher le cirque, pour reprendre les affaires et pour se mettre au dressage. C'est vraiment ce qu'elle a envie de faire dans la vie et non pas aller dans un pensionnat comme son père a envie de le faire pour l'éloigner un petit peu de toute cette vie-là. Et elle entend dire qu'il y a en Afrique du Sud des lions en liberté. Elle dit mais c'est parfait, peut-être qu'ils en vendent, peut-être qu'on va pouvoir en récupérer quelques-uns. Et elle embarque seule sur un paquebot sans vraiment prévenir son père, elle lui laisse juste une lettre à lire. Sauf que son père bien évidemment va s'en rendre compte, va embarquer avec elle sur le cargo. Et il se retrouve embarqué pour l'Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, c'est un choc des cultures complètement différent pour Lucia qui a pourtant été habituée à voyager avec la roulotte, avec le cirque, etc. Mais là, elle découvre quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelque chose de très dur, quelque chose qui la sidère, l'apartheid, la séparation entre les personnes de couleur noire et les personnes de couleur blanc. L'inégalité des droits à cause d'une couleur de peau, l'injustice que tout cela représente. Et elle va faire à la rencontre de Nelson qui lui est habitant d'Afrique du Sud. Elle va lui faire découvrir ce pays et on assiste en même temps en parallèle à la lutte
pour les droits des personnes de couleur en Afrique du Sud. C'est très introductif, je pense, ce premier tome, mais les autres promettent d'être vraiment très très poignants. On ressent vraiment l'amour, que ce soit de par Nelson ou par Lulu, pour les lions. Lulu parce qu'elle a grandi avec eux, parce que c'était ses compagnons de jeu, parce que elle a vu des lions grandir, évoluer, elle se sent proche de ces lions, comme sa petite fille à l'époque plus contemporaine se sent proche des éléphants. Et c'est pour ça qu'elle ressent la détresse de cette petite fille qui doit quitter les éléphants comme elle a dû à un moment par la force des choses quitter les lions. Et Nelson, pour qui les lions sont des animaux sacrés. Et c'était fort, c'était beau, ça parle de beaucoup de choses. Alors c'est assez survolé si je puis dire, on rentre pas dans beaucoup de détails pour l'instant, peut-être parce que c'est un premier tome, peut-être aussi parce que c'est une bande dessinée jeunesse, mais je pense que c'est des choses qui vont être beaucoup plus creusées dans les tomes suivants. Voilà, c'était fort en émotion, c'était prenant, magnifique. La relation entre Lucia et son père est très forte aussi. On sent qu'elle a beaucoup de ressentiment, on sent qu'elle a beaucoup de colère pour son père, puisqu'il l'éloigne de ce qu'elle aime, puisqu'il ne comprend pas ce qu'elle veut vraiment, et elle est persuadée que sa mère aurait pensé comme elle. Et son père qui d'un autre côté essaye de faire au mieux pour sa fille, il est seul à l'élever maintenant et il veut ce qu'il y a de plus sécurisé pour elle, il veut qu'elle soit en bonne santé, il veut qu'elle ait tout ce qu'elle puisse avoir et qu'elle soit surtout hors de danger. Et pour lui, être au contact des lions maintenant c'est synonyme de danger de par ce qu'il est arrivé à sa femme. Voilà, il y a plein de sujets abordés dans ce livre. C'est un livre qui fait voyager, à la fois voyager dans le temps, mais dans l'espace aussi, avec de magnifiques planches. Voilà, je vous montre celle-ci par exemple, qui est vraiment chargée en émotions et très belle aussi au niveau de la colorisation, au niveau de l'harmonie des couleurs, au niveau du coup de crayon, qui est toujours aussi magnifique. Voilà, les paysages sont juste somptueux. C'était incroyable et j'ai déjà hâte de lire la suite. Je pense que de toutes les bandes dessinées que j'ai lues aujourd'hui, celle-ci c'est mon petit coup de cœur. Il y a aussi eu une très belle découverte avec Sorceline. J'ai été surprise avec Tintin et malheureusement un petit peu déçue par La Guerre des Lulu. Mais un chouette petit marathon de bande dessinée, c'était trop bien. Et je suis vraiment trop contente d'avoir passé mon dimanche après-midi à ça. Je pense que je vais me poser devant quelques vidéos booktube. Je vais aussi monter celle que vous voyez là parce que je sens que ça va me prendre un temps fou. Et moi je vous dis probablement à ce soir pour la clôture de ce vlog. À plus tard! Il est 23h30, je ne vais pas tarder à aller me coucher, c'est pourquoi j'ai déjà enfilé ma petite combinaison pilou puisque comme il fait pas encore très chaud en soirée, c'est encore super confortable et j'aime beaucoup la porter le soir. Bref, je vous retrouve pour un dernier petit point lecture avant de clôturer ce vlog sur Je vais mieux de David Fuenquinos. Vous l'aurez peut-être remarqué, ça y est, j'ai sorti les petits post-it, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de citations qui me parlent, qu'il y a beaucoup de passages qui me touchent, qu'il y a des sujets traités qui m'intéressent. Et il y a beaucoup de sujets traités, je trouve, dans ce livre. Là, j'étais notamment rendue à un passage dans lequel on parle de la parentalité et de la difficulté d'accepter que nos enfants partent un moment, que nos enfants fassent leur vie. En jolie manière, les enfants étaient nos romans, mais nous ne les écrivions plus. Voilà, je trouve que c'est très beau. Il y a vraiment, comme je le disais, beaucoup de sujets abordés dans ce livre, mais je trouve que c'est toujours abordé avec justesse, une pointe d'humour, de la délicatesse et beaucoup de poésie. Vraiment, je me régale avec ce livre. On a toujours cette comparaison un petit peu entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie hospitalière avec toute une série de métaphores autour du mal de dos, autour de l'hôpital, autour de la solitude. C'est vraiment une lecture assez intéressante et assez atypique, je trouve. En tous les cas, je passe un excellent moment de lecture et je me régale vraiment de la plume de David Fuenquinos.
En plus de ça, des avis que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche sur Livre Addict ou ailleurs. Celui-ci est loin d'être le meilleur de David Fuenquinos et je me régale déjà avec. Donc je me dis que j'adorerais sûrement ses autres romans. Donc je pense ne pas trop m'avancer encore en disant que je lirai très probablement d'autres livres de cet auteur. Bon bah pour l'instant j'ai pas forcément lu grand chose, vous vous en doutez, c'est une lecture que je vais continuer sur la prochaine vidéo Semaine Livresque. Je pense le terminer mardi ou mercredi. Ça devrait être jouable sachant que demain eh bien je ne travaille pas. Et ensuite je pense que je vais pas mal lire le soir. Donc voilà, je vais encore lire un petit peu aujourd'hui et je vous parlerai de mon avancée eh bien demain dans la nouvelle vidéo Semaine Livresque, puisque je vais maintenant clôturer celle-ci. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir passé toute cette semaine livresque avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est pas grand chose, mais ça met du baume au cœur et ça permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à laisser un petit commentaire par ici, parce que c'est toujours un plaisir d'aller papoter bouquin avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Booktube pour un nouveau Semaine Livresque. Prenez grand soin de vous, bye bye.